Chers auditeurs des Podcasts, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine où on va faire une critique d'un manga culte, on va dire même plus ou moins le manga qui a fait connaître les mangas en France. On va parler du fameux Akira. Akira, donc sorti en 1988, réalisé par Katsuhiro Otomo. Donc Otomo, c'est c'est l'élève un petit peu de l'école de Osamu Tezuka. Tezuka, c'est le créateur entre autres d'Astro Boy, donc tous les mangaka en herbe ont reconnu le bonhomme. Et là, donc Akira, on va un petit peu situer le contexte. C'est que en 1988, il y a une espèce de troisième guerre nucléaire. Donc on a déjà un peu le spectre d'Hiroshima dans cette première scène. Ouais, tu vois, toujours, on va dire, contexte guerre froide, peur du nucléaire, menace, on va dire intangible, parce qu'on savait pas quand ça allait péter, alors que ça a pas pété. Donc voilà, on ressent bien ça dans le manga, cette crainte de on va dire, de la technologie éradicatrice. Ça démarre fort le film, t'as cette espèce de gros truc nucléaire qui rase complètement une ville. Et ensuite, on passe 30 ans plus tard, on est en 2019, et là on a une ville qui s'appelle Neo-Tokyo, qui est sur un régime un peu totalitaire, qui est dirigé par l'armée, carrément, on va dire. Non, moi j'aurais plus vu ça comme un régime géré par le conglomérat, un peu à l'OCP. C'est-à-dire que les militaires, ils dépendent justement du conglomérat, c'est pas l'OCP, mais tu vois, ils disent toujours on peut rien faire parce qu'on a pas les bureaucrates, mais les technocrates, on va dire. Les technocrates sur le dos, et on faut de l'argent, etc. Et ça revient beaucoup dans le film. Comme quoi, c'est les sociétés, les multinationales qui gèrent plus ou moins la vie quotidienne. Donc toi, c'est Neo-Tokyo est géré par le privé, quoi, en fait. Exactement, pour moi, ça me fait penser à OCP. Ouais, OCP, de Robocop, pour Robocop, justement, cette grande entreprise qui veut justement privatiser la police dans les Robocop, quoi. Exactement. Déjà, il y a une première référence à Robocop dans ce long métrage. Et moi, je dirais qu'il y a aussi, d'un point de vue esthétique et visuel, on a beaucoup l'influence de Blade Runner, ce film que tu n'aimes pas beaucoup. Notamment tous les dessins, je pense à ce grand bâtiment doré, tu sais, au moment qu'on voit, et ça, c'est un peu un concept du créateur de tout ce qui est architecture de Blade Runner. C'était Sin Mead, on lui rend un hommage comme ça en passant. Et lui, il a créé tout cet espace, donc déjà Robocop, Blade Runner, on a un peu tous les figures de la science-fiction, de la culture pop déjà dans ces films. Je pense aussi à cette fabuleuse moto de rouge là, très culte d'ailleurs, de Kaneda. Très culte moto de Kaneda, donc la moto rouge avec les grosses roues à l'avant. Ouais, c'est ça. Ouais, qui fait c'est très culte, voilà. La moto est restée dans la culture populaire. Moi, ça m'a fait penser notamment, je sais pas si tu peux... Moi, ça m'a fait penser à Tron, en fait. Exactement, je pensais à Tron, cette fameuse poursuite dans les canaux, là. D'ailleurs, cette moto, je sais pas si tu te souviens, mais on la voit un petit peu dans un film qu'on n'aime pas trop, qui s'appelle Ready Player One. Je connais pas ce film. Donc, on voit la DeLorean, et puis il y a la moto de Kaneda qui court à côté, en fait, si tu te souviens bien. Dans la scène du début, c'est même... C'est ça, c'est la première épreuve, je pense. Ouais, la première épreuve. Ouais. Donc, voilà un petit peu, pour situer l'univers, situer un peu l'histoire, c'est qu'il y a une bande de motards qui est dirigée par Kaneda. Alors, c'était, dans les années 80-90, les Bozozoku, c'est des Bozozoku. Ouais. C'est les bandes de motards au Japon, c'était un phénomène de société. Donc, tu vois, tu le retrouves dans l'ambiance. Rien à voir avec les motos Dark Angel. Tu parles les Hells Angels, tu veux dire. Les Hells Angels, des trucs comme ça. Pas du tout. Les Bozozoku, ils rejetaient en fait la société de consommation. Alors, en achetant des motos, c'est un peu paradoxal. Et en fait, c'était les gangs des rues des années 80-90 où la police n'arrivait pas du tout à les gérer. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas équipés pour faire face à de la violence. Parce qu'au Japon, la violence, c'est pas quelque chose de super répandu. Enfin, on va dire moins que dans les sociétés européennes. Et là, justement, avec les Bozozoku, ils n'arrivaient pas à gérer toute cette nouvelle violence qui arrivait. Donc, du coup, là, c'est bien repris dans le film parce que c'est les Bozozoku qui règlent leur compte entre eux et la police derrière qui ramasse les bras cassés, quoi. On va souligner quand même la qualité de l'animation de ce film, parce que c'est quand même supérieur sur un plan visuel. On était dans une période où il y avait beaucoup les mangas à la télé, c'était le Club Dorothée en général. Il y avait Dragon Ball, Ken le Survivant, Nicky Larson, tu vois, tout ça, quoi. Encore là, tu vois, c'était assez confidentiel, ce qu'il y avait que les jeunes qui pouvaient regarder. Donc nous, tu vois, Dragon Ball, c'était Club Dorothée. C'était pas les parents qui regardaient Club Dorothée, tandis qu'Akira est quand même sorti au cinéma. Et en fait, c'est un animé qui a tranché, parce qu'avant, à part Disney, t'avais rien en animé. Dans les années 90, t'avais pas de manga qui sortait au cinéma très souvent. Non, c'est sûr, mais... C'était pas encore les fameuses époques avec Miyazaki, etc. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est arrivé dans un nouveau style graphique qui t'ont dit que les mangas, c'est pas que pour les enfants. Ça, c'est aussi, tu vois, ce manga-là, c'est plutôt un seinen qu'un manga, donc c'est pas fait pour les enfants. C'est de l'animation pour adultes, on peut le dire, parce que... du seinen, quoi. C'est un manga pour adultes. Mais adultes...
Adulte mature, pas C'est adulte quand même, X. on va dire adulte parce que il y a beaucoup de sang. C'est quand même assez violent au niveau des images. Il n'y a pas de compromis dans les images. Non, non. C'est les mecs qui se pètent les bras et qu'il y a du sang. T'as même une scène où il y a une fille qui a une tentative de viol, même. Je sais Qui pas se retrouve seins nus à Ouais, l'écran, là-bas, Donc ça a dû choquer. on voit un petit peu, mais c'est pas prédominant l'aspect sexuel dans le film. C'est plutôt très organique comme violence. Ouais, puis c'est fait pour te maintenir dans la violence. C'est-à-dire Ouais. que tu vois pas de scène pour voir une scène gore, tu pas de scène gore pour voir une scène gore. À chaque fois qu'il y a une scène, quand elle se fait arracher ses vêtements, tu le vois, c'est furtif, parce qu'ils se concentrent pas dessus après. Ils font pas de scène gore juste pour dire, regardez, on a fait une scène gore. Non, puis bon, le film dure un peu plus de 2 heures, et je trouve que ça passe assez vite, finalement. On suit un peu l'histoire de Kaneda, de la bande de Kaneda, son amitié avec Tetsuo, qui va se retrouver un peu contaminé par ces espèces de mutants, je dirais, je sais pas si tu les appellerais comme moi, vu qu'ils possèdent un peu des pouvoirs psychiques qui sont développés par des laboratoires un peu obscurs. Voilà, ils ont des pouvoirs psychiques, on en sait plus à la fin pourquoi C'est ils ça. ont leurs pouvoirs, mais ouais, bah c'est des mutants, faut c'est ça. appeler un chat un chat. Donc c'est encore des pouvoirs qui sont développés par des multinationales qui veulent encore une fois imposer le contrôle total sur la population, parce qu'il y a quand même des révoltes, et puis les répressions sont assez violentes quand même. Puis en fait, ils essayent de créer une nouvelle humanité pour faire évoluer l'humanité, d'après ce que donc, le conglomérat dit, et pourtant, dans les faits, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est plus de pouvoir. Du pouvoir C'est pour la du ligue de pouvoir. pouvoir avec le colonel, qui je trouve que c'est peut-être la faiblesse du film, c'est que ce personnage est quand même ultra caricatural, quoi. Après, voilà, on dirait plus un militaire américain qu'un militaire C'est ça. japonais, c'est-à-dire que, tu vois, il a son idée préconçue, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, tu vois, il a une méthode, on va dire, il déroge pas de sa méthode, et quand il déroge de sa méthode, c'est quand il est pris de court parce que le conglomérat veut plus payer ses actions. Donc là, il devient ultra caricatural, et là, c'est un méchant à la Abyss, quoi. Il y a Il un est but. parano, quoi. Il est Ouais, complètement il devient parano, et il y a un but, et il va aller jusqu'au bout de son but, quoi. Ouais, je mets en exergue cette scène où, par exemple, il y a les espèces de technocrates qui arrivent pour lui dire bah, vous n'êtes plus maître de l'armée maintenant, il faut que vous démissionnez. Puis lui, ce qu'il décide, c'est qu'il bute tout le monde. Coup d'état. Ouais, c'est ça. Il décide de prendre le pouvoir, quoi, carrément. Parce qu'il voit que ça a été trop loin, mais c'est un peu de sa faute aussi, ça a été trop loin. Et puis il voit aussi qu'ils veulent pas entendre raison, c'est-à-dire qu'il dit quand même il nous faut plus d'argent pour gérer, est-ce que ça peut détruire l'humanité, il peut avoir des... Et personne l'écoute. C'est-à-dire que tout ce qu'ils voient, c'est ouais, ça coûte de l'argent, et avec cet argent-là, on pourrait faire autre chose. Ouais. Ce qui est un peu le cas dans la société moderne. Ouais, c'est sûr. Ça a toujours pas changé depuis Le les années gaspillage, 90. ouais, les nouveaux gaspillages. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, parce qu'il y a pas mal de thèmes. Il y a la révolution, l'envie du peuple de retrouver une certaine indépendance. Il y a le régime totalitaire. Et puis, il y a cette évolution de l'être humain. Parce que cette fin, on va dire, je crois qu'elle est faite exprès quand même pour être abstraite. Et il faudrait peut-être en parler. Parce que je pense qu'on a peut-être un avis qui diverge sur le fait que Tetsuo devient le plus qu'humain, finalement. On sait pas ce que devient Tetsuo. Justement, c'est des fins ouvertes. Les mangas, c'est beaucoup de fins ouvertes. Beaucoup ont dit que les mangaka savaient pas faire de fin, justement à cause de ça. Mais c'est parce que faut pas oublier où c'est sorti un manga. C'est sorti au Japon, et au Japon on est plus dans le côté spirituel que dans le côté... on vous fournira pas d'explication. C'est-à-dire que vous pouvez interpréter la fin comme vous voulez, et c'est à vous de vous faire votre fin. Voilà, on vous montre quelque chose, on a voulu dire ça, mais... Voilà, ça reste ouvert. On n'est pas fermé à la discussion. La fin, vous pouvez en discuter entre vous, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais vu... il est sorti en 91 en France. Il a quand même attendu 3 ans avant de sortir. Parce qu'ils avaient un peu peur de l'échec du film au cinéma. Parce que c'était tellement innovateur sur le plan cinématographique. On va dire le montage, tout ça. Puis encore, ça a pas super bien marché en salle. Mais par contre, ça a développé un statut de culte après en VHS et en DVD, tu vois. Les années 90, ce que je te disais tout à l'heure, les dessins animés, c'était fait pour les enfants. Si t'étais pas averti dans les années 90 qu'un manga pouvait être violent, parce que un manga c'est juste le fait de raconter une histoire, c'est pas c'est un style, c'est-à-dire c'est un style dessin animé, mais ces dessins animés c'est pas spécialement que pour les enfants. Quand tu regardes South Park, les Simpsons, c'est pas que pour les enfants. Ah non, mais à l'époque, dans les années 80-90, dès que tu voyais un dessin animé, pour toi c'était pour les enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont décalé la programmation, parce que voilà, tu peux pas aller voir ça en famille. Déjà, il faut un recul, il faut un œil critique sur la société.
Il faut un recul que les enfants n'ont pas, et puis bah, c'est quand même violent. Pour les enfants, c'est violent. Bah, disons que c'est pas un Disney, quoi. T'as pas c'est ce côté un petit peu naïf des films Disney. Ouais, et puis c'est pas un truc... tu vois, t'avais peut-être des films avant qui étaient pas... quand tu regardes les Gremlins ou les trucs comme ça, qui sont plus ou moins enfantins, mais que tu peux pas regarder avec tes enfants. Mais à la fin, tu vois, c'est happy end. Ouais. Tout va bien, je vais bien, tout va bien, etc. Là, tu prends des mangas comme ça, la fin, c'est pas forcément une happy end. C'est hyper sombre, hein, quand même. Ouais, c'est un peu dark. Faut avouer que... Si tu veux t'amener à une réflexion, il faut pas une fin, il faut pas conclure ta fin. C'est pour ça que les fins ne sont pas conclues. C'est justement pour faire réfléchir les personnes sur ce qu'ils viennent de voir. Mais moi, ce que j'ai bien aimé surtout dans ce film, c'est que il y a vraiment une ambiance qui est vraiment bien travaillée. Et au niveau design, au niveau personnage, c'est bien écrit. Bon, à part peut-être le colonel. Pour le reste, c'est des personnages qui sont plus ou moins attachants, je trouve. Kaneda, bon, Tetsuo, un petit peu une tête à claque des fois, mais bon, t'as ce personnage féminin là, qui est une révolutionnaire aussi, par exemple. Kai, je dirais. Kei, un truc comme ça, ouais. Et puis t'as ces 3 mutants là, qui sont très mystérieux, qui sont limite un peu cadavériques quand tu les regardes. Et tu vois, les personnages sont pas tranchés. Ouais. C'est-à-dire que le militaire, il est un peu, on va dire, con sur les bords, mais c'est quand même lui qui veut essayer de démerder la situation à la fin, parce qu'il prend des risques à la fin, quand même. Ouais. Et enfin, c'est pas pour rien que les mutants le téléportent, le militaire, tu vois. C'est pas des personnages tranchés. Ce que tu crois que c'est des méchants, c'est pas forcément des méchants. Tetsuo, il pète les plombs, mais tu sais pourquoi après. C'est-à-dire que il a jamais eu de cercle familial, donc il a pas de limite. Ses limites, il a dû les trouver tout seul. Donc forcément, quand tu laisses quelqu'un livrer à lui-même, ce qui est le cas pour les Bozoku ou pour les personnes dans les années 80-90, quand la bulle financière a éclaté, tout simplement, le peuple japonais s'est retrouvé livré à lui-même. D'où une violence. Si personne n'est là pour t'éduquer, pour t'inculquer ce que c'est le bien et le mal et te faire réfléchir, tu rentres dans une société violente. C'était le cas dans Hokuto no Ken, c'est la même chose. La violence de par le fait. Le plus fort peut survivre parce qu'il n'y a plus d'institutions qui sont derrière. Là, dans Akira, tu vois, plus d'institutions. Les institutions, ils en ont rien à foutre de ta gueule, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. C'est un peu le cas encore maintenant, malheureusement. Et dès que t'es livré à ton sort, les personnages sont pas manichéens, sont pas tranchés. C'est-à-dire qu'il y a du pour, du contre. Même dans le raisonnement du militaire, tu peux te dire, des moments, tu peux te dire, il y a quand même raison. Et il y a des moments, tu peux te dire, putain, il est complètement con. Même dans le personnage de Tetsuo ou du héros principal, il y a des moments, tu te dis, il faudrait qu'il se calme avec son pote, ça pourrait alléger le truc. Mais non, ils ont une façon d'être et ça vire jamais dans le cliché, c'est-à-dire que, enfin, s'il y a des moments quand même, mais je veux dire, ils ont une façon d'être et on va pas te faciliter le scénario en te disant le personnage il va changer du tout et ça va être l'amour partout, etc. quoi. Non, c'est bien équilibré, ce que j'allais dire. Maintenant, est-ce que on a fait le tour du film? Je peux peut-être lui glisser quelques anecdotes. Quelques anecdotes marrantes, comme le fait que le fameux Akira est enfermé dans ce qui devait servir de base pour les JO de 2020. Là, ça m'a fait marrer. Je trouvais ce passage rigolo parce que là, ils sont en train de détruire le centre des JO parce que le Akira, donc on sait que c'est, on va dire, le mutant originel qui avait une puissance de dingue. Qu'ils l'ont découpé en morceaux et puis que ça devient plus que des fioles. Et je trouvais ça rigolo, le fait que les JO ça se passe pas chez eux et que c'est un peu le cas maintenant quoi. Les JO, il y a un problème. C'est vrai qu'on spoil pour un petit peu la fin, mais moi quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'est quoi Akira, parce qu'ils enferment. En fait, ils enferment. Il y a une espèce de sécurité mais de dingue pour des fioles qui contiennent des organes. Moi, je croyais que c'était une espèce de créature, une entité qui était surpuissante, tu vois, un truc comme ça. Bah non, en fait, c'est des fioles quoi. C'est des. Ouais, moi je pensais que ça allait être une EBE ou un truc comme ça, enfin une entité biologique extraterrestre ou d'un truc dans le genre. Un truc balèze quoi. Et non, en fait, c'est juste des échantillons quoi. Ils l'ont découpé en morceaux, ils ont tout gardé. Là aussi, c'est la grande surprise du film quoi. On peut dire ça. Non, moi je dirais que ce film, il a coûté quand même 1 milliard de yens, ce qui est pas mal. Donc c'était un gros budget à l'époque, mais on le voit quand même, le budget dans l'équipe quoi. C'est vachement bien dessiné. Faut dire que l'animation est top. Même les personnages, on va dire d'arrière-plan dans les mangas en général, ils sont très mal dessinés. Est-ce qu'on se concentre sur le premier plan, l'arrière-plan tu laisses tomber. Ben non, quand tu vois la méga structure de la ville, ou les personnages secondaires, ou les manifestants qui se font tirer dessus, tout est bien détaillé. Il n'y a pas d'effet de flou comme on pourrait avoir dans un dessin animé classique quoi, tu vois. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un sens du détail. Assez, enfin, faut dire, le milliard de yens, on voit où il est. Ouais, voilà quoi. Bon, c'était distribué par la Toho, bien sûr, Toho incontournable. Le studio qui a réalisé ce film, c'est le Tokyo Movie Shinsha, donc TMS, qui est notamment connu pour les séries Lupin 3, Ulysse 31, Cat Size ou Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, Miyazaki. Ça, c'est resté assez culte quand même. Enfin, ça a un peu mal vieilli, mais vous pouvez y aller. Et après, Lupin the Third, de toute façon, c'est Miyazaki aussi. Château de Cagliostro, je le dis à chaque podcast quasiment, mais voilà, c'est du Miyazaki. Puis après, Miyazaki, vous avez tout le reste.
c'était un Princesse Mononoke, le voyage de T'as Chihiro. tous les longs métrages, quoi, ouais. Mais tu vois, c'est toujours des mangas qui sont vraiment bien dessinés. Une animation un peu plus, on va dire, bordélique dans Chihiro. À un moment, ça devient un peu fantasmagorique, etc. Et... ouais, une animation qui était un peu moins bien développée dans Chihiro, mais qui était fait exprès pour montrer que c'était un pays d'esprit, en fait. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était particulièrement soigné dans Sherlock Holmes, le sens du détail, l'animation, tout ça, un peu plus que dans les autres mangas, le manga anime, toi, tu vois. À l'époque, c'était les mangas, il fallait les exporter. Ouais. Le Cool Japan, c'est encore d'actualité. Et c'était bien dessiné, mais il faut voir à quelles conditions. Bon, après, c'était pas fait par la SEC non plus. Alors la SEC, pour ceux qui connaissent pas, c'est la société Entertainment Korea, c'est ce qui est fait en Corée du Nord. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que, pas avec la SEC, hein, mais tu vois, t'avais des mangas mal dessinés, genre les Mando, les Mando World, des trucs comme ça. Mando. Et puis les trucs bien dessinés, donc par ceux qui faisaient les équipes de mangaka, ce qui est plus vraiment le cas maintenant. Quand tu regardes un DBS, c'est dégueulasse à l'animation parce qu'ils ont des délais de dingue, mais à l'époque tu prenais le temps de faire un manga pour pouvoir le publier. Bon, je vais revenir en Katsuhiro Otomo parce que j'ai regardé son long métrage là, qui date de 2004 de Steam Boy. Je le conseille aussi parce que bon, c'est un univers différent. Hein. Là, on est plus dans le courant steampunk, c'est-à-dire très inspiré par Jules Verne ou H.G. Wells. Donc, je vais dire beaucoup de construction de machines avec des engrenages et de la vapeur, quoi. Voilà, l'univers steampunk, hein, comme tu l'as dit. Et avec une belle histoire sur qui serait avec 3 générations de savants en fait, avec des histoires de complot, encore une fois de multinationales qui veulent prendre un peu le pouvoir, tu vois. Ça va être un thème récurrent dans les mangas japonais parce que je te dis encore, quand la bulle des années 90 a explosé, c'est beaucoup ont reproché le fait qu'ils n'ont pas prévu l'avenir. Ce qui est un peu le cas aussi. De toute façon, on continue à payer les pots cassés en France de la politique d'avant, mais on peut pas. Voilà, on n'y était pas, donc on peut pas vraiment en parler en connaissance de cause. Mais c'est quelque chose qui a énormément marqué la classe japonaise. Le fait que les nouvelles générations doivent payer les erreurs des anciens. Ouais, c'est toujours pareil. Hein, c'est malheureusement le cas. Voilà, moi j'ai un peu fait le tour. Est-ce que toi t'as d'autres choses à ajouter ou Oui, sur l'époque, c'est-à-dire que c'est sorti en manga, beaucoup se demandent pourquoi pas faire un film de ça. Parce que justement en manga, tu peux en raconter, à l'époque, hein, dans les années 80-90, tu pouvais raconter plus de choses en manga, comme le côté fantastique, le côté du sang, etc., qu'en film, qui aurait été beaucoup plus dur à réaliser. Parce qu'un milliard de yens, ils auraient pu faire un bon film. Mais tu peux pas raconter beaucoup de choses en film, t'as vite des limites techniques, ce qui est plus vraiment le cas maintenant avec quand tu regardes un Avengers ou un manga, voilà, en qualité l'Avengers Infinity War est très top parce que voilà, maintenant on a les CGI qui font l'affaire, mais ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc à l'époque, si tu voulais une histoire un peu plus fantastique, c'était plus facile à faire en manga. Ce qui explique que ce film-là est sorti en manga plutôt qu'en film parce que on peut pas filmer des choses aussi bien que les dessiner, quoi. Là, je me faisais une réflexion parce que c'est vrai qu'en long métrage d'animation, on n'a pas eu grand-chose au cinéma à part, je vais dire Akira, Steam Boy, même Ghost in the Shell, qui est quand même reconnu dans le courant cyberpunk quelque part. C'est ça. Et on a même vu cette adaptation catastrophique avec Scarlett Johansson d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une grosse production de long métrage d'animation en Japon. Il faut aller chercher du côté du DTV ou du truc pour un petit peu alimenter, quoi, tu vois. Bon, à part on n'a pas fait beaucoup de chroniques d'animation, à part peut-être on a eu Mazinger Z Infinity, donc qui était pas très bon, et puis on a eu la trilogie Godzilla de Netflix, qui était pas très bonne non plus, on va dire. Quand tu prends Mazinger Z, il est sorti au cinéma, mais enfin voilà, on a eu un cinéma dans tout le coin qui le projetait. Pas quelque chose en France où les séries d'animation de manga de produits dérivés Mazinger Z ou Goldorak vont faire beaucoup d'entrées. Par contre, si tu prends le film Pokémon, il y a déchiré. Ah oui, ça c'est carton, ouais. Il y a tout déchiré. Donc ça dépend en fait de l'engouement des personnes qui ont pour la licence. Après, quand tu vas regarder un Mazinger Z, tu vas pas pour le scénario, tu vas pour la licence. Quand tu regardes un Pokémon, tu vas pas pour le scénar, tu vas pour la licence. Akira, tu peux pas y aller pour la licence, il y a pas de licence Akira. Non, il y a pas de licence, mais au Mazinger Z, tu vas parce que t'as la nostalgie qui fonctionne aussi, on va dire quelque part. Ouais, c'est le côté fanboy qui dit je vais voir Mazinger, quoi. Mazinger, trilogie Goldorak, on va dire. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que je voulais parler aussi de la production de long métrage d'animation en 3D, parce qu'on a beaucoup de mangas animes qui étaient en 2D. Bon, je pense à Albator, Les Chevaliers du Zodiaque ou Lupin 3 par exemple, qui ont été adaptés au cinéma, mais dans un format 3D, quoi. Enfin, ils veulent faire un petit peu un peu plus de réalisme dans les. En fait, c'est moins pour faire du réalisme que pour faire des économies de budget, c'est-à-dire que maintenant la 3D est
beaucoup moins cher à animer que du dessin. Ah ouais? C'est pas plus compliqué que ça. Quand tu prends Lupin the Third, je crois que ça devait être beaucoup moins cher à produire en 3D. Puis en plus, tu peux le sous-traiter à plusieurs personnes sans aucun problème qui n'ont pas de talent, vu que ça vient de la... Enfin, qui n'ont pas de talent de dessinateur parce que ça vient du traitement informatique. Parce qu'il faut quand même avoir du talent pour travailler sur de la 3D. Mais je veux dire, du coup, tu peux bien réduire tes coûts en main-d'œuvre parce que t'as moins de trucs à dessiner. Animer de la 3D devient beaucoup plus facile que d'animer, on va dire, du classique. Ce qui fait que maintenant, t'as les DreamWorks, les Pixar et... Ah, les Pixar, ouais. Et même les trucs comme ça qui sont Lupin, Astro Boy. Il y a Astro Boy aussi, il y a une version 3D aussi. Ouais. Ou alors Albator et les machins comme ça qui deviennent plus faciles à traiter en 3D qu'en dessin. Et puis maintenant la 3D, il faut dire, il y a un phénomène, c'est que depuis que Pixar a sorti ces machins, tout le monde veut faire de la 3D. Ouais, c'est sûr, mais bon, moi je suis pas un fervent défenseur de tout ce qui est film d'animation 3D à la Pixar. J'avais bien aimé Wall-E à la rigueur, mais après je trouve que c'est un peu toujours pareil leur truc, c'est un peu mièvre. Bon, l'animation, ouais. Moi je reconnais quand même que quand on avait, je vais parler comme un vieux, excuse-moi. Je pense qu'il y avait plus de travail avant que les mecs animaient le personnage feuille par feuille, on va dire, que maintenant ils paramètrent par exemple un personnage en 3D. Je dis pas qu'il faut pas un talent graphique, mais quand il faut faire une rotation, un mouvement ou prendre différents plans d'un même personnage, c'est plus facile par ordinateur, tu vois. Mais c'est encore, on en revient, c'est parce que le cinéma est devenu quelque chose de consommable. Ouais, c'est ça. Donc du coup maintenant il faut rentabiliser. Quand tu prends Blanche-Neige, faut être honnête, c'est un chef-d'œuvre, c'est de l'art. Quand tu prends Le Roi Lion qui a été fait, alors c'est en encore numérique, tu parles en numérique, c'est ramenez-moi du cash. C'est dégueulasse. Donc tu compares quelque chose qui a été fait pour être une œuvre d'art. Je suis désolé, pour moi Akira c'est une œuvre d'art. Ouais. Et si tu prends Albator, c'est bien réalisé. C'est pas une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est fait pour être consommé. Puis en plus, l'esprit d'Albator est un petit peu trahi dans cet épisode. Mais non, moi je te parle vraiment ce qui est à la main je veux et pas en 3D. sur le débat non plus. Mais bon. Voilà, quand c'est en 3D, c'est pour... tu vois, quand ils ont fait Final Fantasy en 3D, ça partait déjà d'un jeu vidéo en 3D, on est d'accord, mais c'était quelque chose qui se voulait artistique. Voilà, et regardez, on sait faire des cheveux, c'est machin, c'est... Ça vole, quoi. Voilà, c'était ça, voilà. Maintenant, quand ils font de la 3D, c'est parce que c'est pas cher. C'est toujours un coup de rentabilité, quoi, finalement. Et puis, voilà, un ou deux ou trois ou quatre ou cinq bons dessinateurs pour faire de la 3D, pour faire les bases, et puis après, le reste, des bons informaticiens. Avant, il fallait une tripotée de dessinateurs. Quand même une sacrée équipe pour... Il fallait une équipe entière. Pour développer rien que, je vais dire, 30 secondes d'un long métrage, quoi. Ceux qui ont fait Mary Poppins, les responsables CGI de l'époque, c'était une équipe entière. C'est-à-dire que c'était pas un ou deux bonhommes qui faisaient les animations. Il fallait vraiment tout le monde qui se raccorde. Et c'est pour ça que moi je trouve que les making-of, je sais pas si tu les regardes quand, je sais pas si t'as des DVD de Disney ou quoi, ils sont beaucoup plus passionnants quand tu vois les making-of de la façon comment c'est fait et comment t'es expliqué sur des Disney traditionnels, je veux dire classiques, que plutôt que sur les Pixar et les machins où ils te montrent le mec, ouais, je fais ça sur mon ordinateur, ceci, cela. Ça n'a pas beaucoup de personnes. Mais moi, je suis pas l'artisanal, de toute façon, j'ai toujours défendu la trilogie Star Wars. Ça me démangeait de parler de Star Wars, mais bon. Il faut m'excuser. Mais j'ai toujours défendu le côté artisanal, et quand Lucas a fait ses rajouts à la con, de mettre des cailloux partout, et dans la version de 97, je me suis dit, il a gâché son œuvre, alors qu'elle était très bien comme ça, tu vois. C'est encore une fois, on en revient toujours au même débat, mais les CGI, c'est bien, si t'as quelque chose d'artistique et de bien soigné derrière. C'était un propos, ouais. Alors, regarde, on va encore repartir sur... reprends Avenger Infinity War, c'est top, parce qu'il y a quelque chose à raconter, et si tu prends Avenger Endgame, c'est les mêmes CGI, c'est de la merde. C'est moins bon, parce qu'il n'y a plus rien à raconter. Il n'y a plus rien, et puis bon, ouais. Mais vous pouvez retrouver notre chronique sur Avengers Endgame, d'ailleurs. Mais la différence entre Avengers Endgame et Infinity War, c'est Thanos, pour moi. Mais la différence aussi, c'est que d'un côté, Infinity War, t'as quelque chose à raconter, où tu peux t'identifier au personnage, où tu peux même comprendre le méchant. À Endgame, c'est un méchant... de merde. Non, c'est un méchant normal. Je suis méchant, gros. Caricatural, quoi. Ouais, caricature du méchant. Bah, je pense qu'on peut conclure, là. On s'est un petit peu étalé, là. Moi, je peux conclure sur le fait que Akira, regardez, franchement, ça vaut le coup d'être regardé. En conclusion, toi, tu dis c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction, un chef-d'œuvre de l'animation. À moi, de la science-fiction, je sais pas, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est sûr, de l'animation. Si vous voulez commencer avec les mangas, c'est pas avec ça qu'il faut commencer, parce que vous allez dire c'est que de la violence. Mais ce qu'il faut bien savoir avec les mangas, c'est qu'il y a plusieurs catégories. C'est pas fait que pour les enfants, c'est pas fait que pour les adultes, et on n'est pas obligé d'avoir les deux extrêmes. Et Akira tente un pont entre quelque chose, et c'est quelque chose qui se laisse très bien regarder, peut-être pas avec vos enfants par contre. Moi, je dirais que c'est une œuvre qui est un peu précurseur, on va dire, qui a influencé beaucoup de films. Alors je pense à notamment Matrix, qui lui-même descend de Blade Runner, quelque part, parce que on a toute cette culture d'ici cyberpunk, Philip K. Dick, William Gibson, tous ces grands auteurs, et c'est absolument à voir. Il faut
il faut le voir pour aussi, je vais dire, ces thématiques qui sont très fortes, ces images qui sont quand même sublimes, on va dire. Voilà, puis la quête des personnages qui est belle à suivre aussi, il faut dire ce qu'il faut. Il y a pas de temps mort parce que je m'attendais à quelques longueurs, mais en fait non, les situations s'enchaînent et puis on s'ennuie pas une seule minute, quoi. Moi je propose de conclure voilà, la partie sur Akira. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Puis n'hésitez pas à vous abonner, puis à activer la petite cloche quand même, parce que bon, on a remarqué qu'il y avait quand même une quarantaine de personnes qui étaient pas inscrites, donc voilà. Puis on va se revoir la semaine prochaine, donc pour une nouvelle thématique. Pour une autre chronique.